Demander à Paul, toi qui représentes les jeunes Européens de Bordeaux, est-ce que tu trouves qu'il y a cet héritage fédéraliste ou comment tu pourrais qualifier ça dans ton association? Alors, à titre purement personnel, je suis la preuve que le fédéralisme fait encore rêver des gens. Et effectivement, aux jeunes Européens France, de manière générale, pas qu'aux jeunes Européens Bordeaux, on a toujours cet héritage du fédéralisme, même s'il s'est échappé de notre nom. Nous sommes une association où le F, qui signifiait auparavant fédéraliste, Jeunes Européens fédéralistes, est devenu Jeunes Européens France. Nous sommes la seule section en France à avoir fait ce choix-là de gommer un petit peu notre identité fédéraliste pour la simple et bonne raison, et Noël a bien expliqué, c'est que la bataille culturelle a été un petit peu perdue par les fédéralistes à une époque et qu'aujourd'hui le mot fait un petit peu peur, surtout dans un État français là où on a l'habitude que ce soit extrêmement centralisé. Si on se met à parler de fédéralisme, les gens imaginent tout de suite la France, mais en plus grand. Donc c'est toujours un petit peu compliqué à amener, mais en tout cas, nous réclamons toujours de l'héritage de Spinelli, que j'ai vu sur le diaporama, sur le manifeste de Ventotene, donc du fédéralisme plutôt constituant. Même si nous avons des liens très étroits aussi avec l'UEF, l'Union des fédéralistes européens, qui est pro-fédéralisme plutôt intégral et encore pas totalement. Et bien évidemment, nous sommes aussi association sœur avec le mouvement européen. C'est la petite orbite du fédéralisme qui continue de graviter. Et donc, même si effectivement ça a été pas mal perdu, surtout au mouvement européen, les jeunes Européens en tout cas essaient de conserver cet héritage-là fédéraliste. Merci. Peut-être une question un peu pour le public, comme on a parlé d'identité. Est-ce que ici, comment vous gérez ou vous trouvez cette identité européenne? Est-ce que vous vous sentez d'abord français puis européen? Est-ce que c'est sur un pied d'égalité ou est-ce que peut-être même vous pensez davantage européen que français? Moi, par exemple, à titre personnel, je me considère, je pense, davantage européen. En tout cas, c'est quelque chose qui a évolué. Mais je pense que je me vois davantage européen dans le sens où comme tu l'as si bien dit, l'idée même de l'État-nation et l'idée des représentations des chefs d'État et de l'intergouvernementalisme, pour moi, limite l'action de l'Union européenne sur énormément de sujets. Je pense notamment à des sujets économiques et ou même aussi sur les sujets de la défense. Donc je pense que c'est davantage dans l'avenir d'un fédéralisme ou d'une identité vraiment européenne plutôt que nationale que nous avancerons davantage. Oui. Moi, je vais aller. Est-ce que le micro marche? Oui, c'est bon. Moi, je vais aller un peu contre ton propos parce que bien que je fasse partie d'une maison de l'Europe en tant que stagiaire et que j'ai fait des projets européens, et j'ai participé à des Erasmus, en fait, je trouve que je connais pas assez la culture européenne en général, tous les pays, et je peux pas m'identifier à une culture que je connais pas. Et donc, c'est vrai que je me sens d'abord française avant de me sentir européenne. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que le projet fédéraliste, c'est quelque chose d'important et on doit avancer ensemble. Mais voilà, sur un point de vue identitaire, moi, je me sens plutôt française parce que c'est quelque chose qui me touche plus et que je connais la France et je connais toute la dimension que ça comporte. Je connais plus la politique aussi. Et on ne parle pas forcément assez de politique européenne aussi, peut-être. Et voilà, mon identité, c'est plus d'abord la France avant la culture des autres, en fait. Pareil, moi, je me sens plus du coup portugaise avant. Surtout sur mon niveau de connaissance sur d'autres pays européens aussi n'est pas peut-être aussi bon que sur mon pays, donc c'est plus facile, je pense, de se sentir d'abord de notre culture, donc moi portugaise et après européenne, même si j'ai une connaissance de l'Union européenne, elle n'est pas suffisante pour passer avant mon pays. Oui, je pense que dans ce que j'entends, il y a à la fois donc l'identité par rapport aux autres pays, donc connaître les cultures des autres pays, mais il y a aussi ce côté peut-être intimidant. J'ai l'impression que pour se sentir européen, il faut aussi avoir une certaine expertise. Il faut connaître ses institutions, il faut comprendre tout ce qui se déroule. Et je pense que peut-être que dans l'identité qu'on a nationale, il y a quelque chose de plus immédiat. On est français, on est allemand, etc. Et c'est peut-être quelque chose qui limite. Et je pense aussi, peut-être d'un point de vue, même au niveau des élections,
on peut le voir, mais même quand on vote pour les élections européennes, c'est souvent on vote avec les idées ou les enjeux qui sont très nationaux. Bon, je vais me considérer comme étant du public, mais du coup, les interventions précédentes me ramènent à quelque chose qui est peut-être lié à de l'intergénérationnel. Parce que moi, je suis européenne. Je reste française et européenne. Je crois que moi, j'ai en mémoire en fait les discussions de famille où tout le monde s'est battu pour pouvoir construire cette Europe et vivre en paix. J'ai construit la Maison de l'Europe avec l'idée d'être en paix. Et il y a 7 ans, on considérait que j'étais à moitié folle. Aujourd'hui, autour de nous, c'est vraiment pas la paix. Mais par contre, moi, je vois une Europe puissante, forte. Et du coup, ça m'interpelle. Voilà. Et l'un n'empêche pas l'autre. Mais pour moi, l'Europe, c'est quelque chose de fondamental. Et je sais que mes aïeuls, que mes grands-mères, que mes tantes, que mes grands-pères se sont battus pour notre liberté. Et ça, c'est ancré en moi. Et ce qui ne veut pas dire que je considère que l'Europe fonctionne bien ou pas bien. Mais aujourd'hui, c'est plutôt une force. Et j'en suis fière, moi, à la différence de... même si je ne connais pas tout, et ce n'est pas grave, parce qu'il faut être aussi lucide sur notre capacité à tout comprendre et à tout observer et à tout découvrir. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que je vis dans un État libre, en France, entouré d'autres États libres et démocratiques. Effectivement, je pense qu'il y a cette notion d'acquis, de quand on n'a jamais vu autre chose, quand on n'a jamais vu l'absence d'Europe, on a du mal à imaginer ce que c'était avant et en quoi c'était forcément moins bien avant. Et pour ce qui est des identités européennes et nationales, moi-même qui suis fédéraliste, je me sens extrêmement français et même extrêmement occitan, pour aller même plus loin, puisque c'est de là que je viens, d'Occitanie. Et c'est justement ce qui est la beauté du fédéralisme, c'est que le fédéralisme n'efface en aucun cas les identités locales et nationales. Au contraire, il permet de les renforcer et de les mettre en valeur, et régionales d'ailleurs. Il permet de les mettre en valeur parce que justement, il laisse cette existence-là, cette possibilité d'exister à ces revendications, à ces cultures et à ces autodéterminations locales. Donc c'est aussi en cela que je trouve le fédéralisme intéressant, c'est que même si on passe à un échelon au-dessus, l'échelon local n'en est que plus renforcé finalement. Alors moi j'ai voulu faire un petit truc interactif parce que les Jeunes Européens, on est aussi une association de jeunesse et d'éducation populaire. Bon alors j'ai fait l'éducation populaire que je pouvais. L'idée c'était de vous donner un petit peu la parole aussi sur vous, vos idées, votre conception, votre vision des institutions européennes à travers plusieurs questions. Vous pouvez donc scanner ce magnifique QR code pour participer de manière interactive depuis votre téléphone intelligent à ce petit clap qui a été fait à l'aide de mes connaissances. Alors, donc ça c'est ma magnifique page de présentation. Voilà, les institutions européennes, c'est qui, c'est quoi. Je pense qu'on peut passer au suivant. Donc on va commencer avec une première question assez simple, déjà pour avoir une petite idée des a priori autour de l'Union européenne. D'après vous, quel est le pourcentage du droit français qui est hérité de l'Union européenne? Ouais, c'est un pourcentage que nous cherchons aujourd'hui, à l'heure actuelle, selon le site Toute l'Europe, pour les sources. Ouais. Le délai de réponse est peut-être un peu court. Alors du coup, vous pouvez appuyer sur le petit tic là en bas à gauche. Ah oui, c'est pour ça, oui. J'avais un peu peur pour les réponses. Non, c'est pas la flèche à droite, c'est le petit tic en bas à gauche. Voilà, tout à fait. La réponse correcte, c'était donc entre 20 et 30% en fonction des secteurs. Il y a le chiffre de 80% que j'ai découvert et qui circule et qui est un chiffre faux, qui vise un petit peu à dénoncer une soi-disant mainmise de l'Union européenne sur la législation nationale. Donc c'est un chiffre qui est faux. C'est seulement 30% et effectivement l'Union européenne fait beaucoup de choses mais privilégie plutôt la qualité que la quantité. Le processus législatif européen est extrêmement long et complexe. Donc c'est seulement, voilà, j'ai mis 25%, plus ou moins 5%. On peut passer à la question suivante s'il vous plaît. Ah oui, oui, pour le petit côté compétition aussi, on gagne des points quand et vous vous faites afficher. J'ai oublié de prévenir, pardon. Je me suis dit que ça rajouterait de l'enjeu.
Question suivante. Combien, selon vous, y a-t-il d'institutions européennes officielles? Alors ça, je l'ai appris moi-même en faisant mes recherches de préparation. Institution officielle de... Institution reconnue comme institution des traités dans l'Union européenne. J'allais dire le chiffre en plus. 3000, oui, c'est exactement ça. 3000 les institutions européennes. On a des chiffres assez différents. Vous pouvez afficher la réponse. Donc la réponse, c'est 7, effectivement. 7 institutions européennes. La classe. On va voir lesquelles. Alors juste avant de passer à la slide suivante, il y a 7 institutions européennes. Ce que j'ai décidé de faire donc, pour ce WooClap, c'est de me concentrer sur les 4 principales, en tout cas les plus connues et celles qui font partie du processus législatif et décisionnel européen, les autres étant des institutions plutôt de contrôle, donc la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes de l'Union européenne et la Banque centrale européenne. Voilà, donc on peut passer à la suivante, slide suivante. Alors là, donc vous avez 1 minute, c'est un peu plus long. Ce sera selon vous. Donc là, ouais, on peut passer. Donc est-ce que c'est possible d'appuyer sur le petit nuage à gauche? Voilà, donc vous pouvez cocher vos réponses et elles afficheront en plus gros les réponses les plus répondues. C'est à moitié français ce que je dis, mais je suis citoyen européen, donc je parle l'Europe. Oh waouh, ça fait... Alors, donc le Parlement européen. Oui, c'était 1 minute. Ouais, parce qu'on m'a dit que j'ai que 15 minutes, alors j'ai essayé de pas trop... Il n'y a pas 10 000 questions non plus, mais comme après, il faut quand même que je fasse, genre j'ai fait des trucs. Alors, donc, voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques principales du Parlement européen? Alors, donc, je vois vote les règlements en gros. Effectivement, c'est la caractéristique la plus connue du Parlement européen. Alors, élu pour 5 ans, élu pour 7 ans, c'est 5 ans. Les députés européens sont élus pour 5 ans. Ils sont au nombre de 720 depuis le Brexit. Je vois Strasbourg et Bruxelles côte à côte. Effectivement, ces 2 réponses sont justes. Il y a même Luxembourg, je crois. Je crois qu'il peut lui arriver de siéger à Luxembourg. Alors, le siège officiel du Parlement européen est à Strasbourg. Parce qu'en France, on est très attaché à quand même avoir une capitale européenne, mais les députés européens sont la plupart du temps à Bruxelles, où ils travaillent de concert près de la Commission européenne. Voilà, donc ça c'était les bonnes réponses. Ils sont élus par le peuple, c'est le seul organe de l'Union européenne qui est élu par le peuple d'ailleurs, directement en tout cas par le peuple. Et il adopte le budget également, réponse un petit peu moins connue, il adopte le budget conjointement, dans le même cadre que les règlements, conjointement avec le Conseil de l'UE. Mais nous y reviendrons à la fin, ne vous en faites pas, je vous ferai un petit résumé de tout ça. On peut passer à la slide suivante. Belle percée belle percée de Juliette, Alexandre et Alexandre. Félicitations à vous, ouais, ça avance bien. Ok. Reprendre les intérêts de l'UE, effectivement, c'est la caractéristique principale qu'on associe généralement à la Commission européenne, mais ce n'est pas du tout son seul taf. Ils sont 27 commissaires européens, la présidence étant élue par le Parlement européen. C'est la raison pour laquelle, là tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais j'ai mis aussi qu'elle était en partie élue par le peuple, parce que c'est une élection indirecte finalement. Donc la Commission européenne, on lui prête souvent ce côté-là très technocratique, et c'est vrai, très technocrate, très assez déconnecté de tout ce qui est démocratique, mais malgré tout, il faut savoir qu'elle tire une partie de sa légitimité du fait qu'elle soit conjointement désignée par le Conseil européen et par le Parlement européen. Donc la présidence est élue par le Parlement européen et le reste des commissaires est élu en collège, toujours par le Parlement européen, sur proposition des pays. Voilà, elle est la gardienne des traités, effectivement. C'est elle qui s'assure du respect des traités par les différentes institutions et par les pays. Donc oui, désignée par les pays, c'est aussi en partie vrai. Elle est renouvelée tous les 5 ans au moins, en même temps que le Parlement européen, en fait, au final.
Voilà, il y a 27 membres. Et c'est elle qui propose les règlements. Elle a ce pouvoir d'initiative législative qu'elle est le seul à avoir. Hein. Donc, elle fait ça à partir des inspirations que lui donne le Conseil européen, des grandes directives, directions plutôt. Directive, ça prêterait à confusion comme vocabulaire. Voilà, et c'est elle qui négocie également les accords internationaux, qui représente l'Union européenne sur tout ce qui est accords internationaux. Voilà, on peut afficher peut-être les bonnes réponses, comme ça vous les avez. Voilà, elles sont élues par le peuple, effectivement. C'était ça le petit côté piège. Je l'ai mis quand même parce que j'adore la controverse. Toujours Wipsy en tête, bravo à Juliette qui est bonne seconde, égalité d'ailleurs. Presque. Ah non, ah oui, c'est à gauche les points. Alors, je crois que c'est la dernière question. Non, c'est l'avant-dernière. Avant-dernière question. Là, on parle du Conseil européen, qui est un très joli bâtiment d'ailleurs, que je n'avais jamais vraiment vu de l'extérieur. Je l'ai vu dans la série Parlement, quoi, mais que je vous conseille, série Parlement d'ailleurs. Galère à différencier avec le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil européen, effectivement, donc, il est composé de 27 membres, un par pays, comme toujours. Donc, le Conseil européen, ce sont les chefs d'État des États membres. Donc, dépendamment des États, ça peut être le Premier ministre ou le Président. Ils sont 27, donc ils ne gèrent pas la monnaie, ils ne décident pas des règlements, ils donnent des grandes orientations stratégiques. Ils définissent par contre la politique étrangère commune. Donc, il donne des orientations générales, effectivement, et il définit les politiques étrangères communes qui est ensuite appliquée par la Commission européenne. Voilà, c'est un petit peu les big boss, quoi, qui donnent des orientations assez vagues et qui sont ensuite appliquées par le reste des institutions. On peut passer à la dernière question. Ok, 27 membres, toujours Conseil de l'Union européenne, donc qui reprennent les gouvernements des États membres cette fois-ci. Donc, la composition sera différente en fonction des sujets qui sont traités. L'idée, c'est qu'ils codécident des règlements avec le Parlement européen, donc il y a une sorte de navette parlementaire qui est faite à ce moment-là. La présidence est tournante tous les 6 mois. Il me semble, oui. Voilà, donc ce ne sont pas des diplomates. Ils siègent à Bruxelles. Et donc voilà, il est composé des ministres des États membres. On peut voir qui est le gagnant si vous voulez rapidement. Parce qu'il ne me reste qu'une minute de temps de parole, que le temps passe vite quand on s'amuse. Hop, si vous voulez bien appuyer sur la petite flèche à droite en technique, en régie, s'il vous plaît. Voilà, félicitations à Wipsy, qui très, très à propos a gagné ce magnifique tournoi. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc voici les fameuses 7 institutions européennes. Il y a celles dont nous venons de parler à l'instant, les 4 dont nous venons de parler, auxquelles il faut ajouter la Cour des comptes de l'UE, donc qui fait des audits et qui s'occupe de tout ce qui est surveillance financière, la Cour de justice de l'UE et la Banque centrale européenne, évidemment, qui gère la politique monétaire de l'UE. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc vous avez une petite carte, ça s'affiche aussi sur vos téléphones si jamais c'est trop loin. Vous avez une petite carte qui explique où se situent ces différentes institutions. Et donc, je vous ai mis le triangle institutionnel européen. Donc, on l'appelle triangle institutionnel. Bon, il y a 4 institutions, mais donc on a généralement le Conseil européen qui vient donner les grandes orientations politiques à venir pour l'Union européenne. Il se réunit 2 fois par semestre. Donc c'est lui qui donne les grandes orientations qui sont ensuite mises en œuvre par la Commission européenne en fonction des portefeuilles de chaque commissaire européen. Des propositions de règlement ou de directives sont proposées au Parlement européen qui les amende et donc une navette parlementaire se met ensuite en place avec le Conseil de l'Union européenne. Donc il y a vraiment cette idée-là de codécision qu'il faut bien intégrer dans l'Union européenne. Jamais rien n'est décidé tout seul. Il y a énormément de politique de consensus au sein de l'Union européenne, chose que, encore une fois, en France, on n'a pas forcément l'habitude de voir et qui renforce cette peur du fédéralisme qu'on peut avoir à terme, parce que voilà, il y a cette idée-là de devoir travailler, imaginer travailler, faire des consensus et discuter avec d'autres personnes que nous. C'est toujours difficile à imaginer. Et donc, c'est important de voir que c'est quelque chose qui fonctionne, que c'est quelque chose qui produit un travail de qualité et qui arrive à avancer malgré tout quand même. Merci beaucoup.